Bonsoir, nous sommes ce soir à Tunis pour une édition spéciale consacrée à la Tunisie de Ben Ali. S'il a, semble-t-il, apaisé la population, il n'a pas encore réussi à juguler la crise économique. Monsieur le Président, bonsoir. Vous êtes au pouvoir depuis novembre dernier. Vous aviez alors estimé qu'il était nécessaire de destituer le président Bourguiba. Alors, qu'avez-vous fait pour la Tunisie depuis? D'abord, ce n'est pas une destitution. Il s'agissait d'un acte de redressement, de salut national. Vous savez, avant le 7 novembre, la loi a été... La Tunisie vit depuis 23 ans sous une dictature mafieuse. À la haine à l'encontre de nos frères et sœurs subsahariens ne représente pas la Tunisie. C'est cette année-là où il y a un coup d'État. On veut qu'il dégage, merde. Giorgia Meloni a été la dirigeante qui a le plus visité la Tunisie en 2023. Il n'y a plus d'eau. Les hommes d'affaires gouvernent ce pays et il y a la corruption. Est aussi venu la frapper un peu plus tard. Kais Saied croit à l'existence d'un complot. Tunisie, terre de passage, un podcast de Spectomédia. Bonjour, je m'appelle Atem Lafti, j'ai 40 ans, je suis ingénieur de formation et d'exercice et par ailleurs je suis essayiste et analyste sur la situation en Tunisie, auteur de plusieurs livres, enfin 3. Donc le troisième qui est sorti en octobre 2022 s'appelle Tunisie vers un populisme autoritaire, paru aux éditions Rive Neuve. Je pense qu'on va largement parler du contenu, en tout cas des sujets qu'aborde ce livre. Exactement. D'ailleurs, tu analyses dans ce livre la dérive autoritaire de la Tunisie, 10 ans après une transition démocratique. Est-ce qu'on peut revenir à ce qui s'est passé en 2011, à savoir la révolution tunisienne, puisqu'en 28 jours, les Tunisiens se sont débarrassés du dictateur Ben Ali, donc 28 jours de manifestations et de répression, qui a débuté le vendredi 17 décembre 2010. Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immolait par le feu devant le gouvernorat de Sidi Bouzid. Il est monté sur son étal et il s'est versé de l'essence sur lui. Il est monté là. Maltraité par la police, les Mohamed Bouazizi set himself on fire to protest against police in Sidi Mit ihm haben die arabischen Revolutionen ihren Anfang genommen. Genau vor einem Jahr verbrannte sich... Dans le centre de la Tunisie, Sidi Bouzid n'a rien d'une ville révolutionnaire. C'est le premier centre agricole du pays, moins de 50 000 habitants. Ce 17 décembre 2010, c'est ici pourtant que tout bascule. Mohamed a été humilié, il est mort de l'oppression des autorités, elles sont responsables. Je pense que ce mouvement va continuer puisque du côté du pouvoir, il n'y a pas eu de réponse aux revendications légitimes des populations. Fin décembre à la télévision, le président tente de reprendre la situation en main, sans succès. Au contraire, les autorités ont opté comme d'habitude pour la solution sécuritaire et c'est les descentes, même dans les lycées maintenant. Le 13 janvier, il annonce la fin des tirs contre les manifestants, promet une liberté totale d'information. Et moi, je vous ai compris. C'est un dictateur aux abois et nous avons vu hier un homme absolument pathétique, à la limite du ridicule, disant j'étais pas au courant, c'est pas ma faute, on m'a trompé. Des liasses de billets, euros, dollars, d'autres devises encore, représentant des sommes impressionnantes. Des bijoux, colliers de diamants ou en or. La télévision d'État tunisienne a diffusé samedi des images du palais de l'ancien président Ben Ali à Sidi Bou Saïd. Et à partir de maintenant, je vais tout vous donner. Les libertés, tout ce que vous voulez, je vais vous le donner, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de cette révolution? Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un mouvement social qui a débouché sur le départ de Ben Ali, c'est-à-dire que Ben Ali pouvait parfaitement rester, donc il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'ils prennent l'avion et qu'ils partent en Arabie Saoudite, d'où il ne reviendra jamais. Ben Ali est mort en 2019. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu les autorités, donc Ben Ali était parti, mais pas son pouvoir. Son premier ministre a été chargé d'assurer le reste de la transition. Les autorités ont essayé autant que possible d'appliquer la législation en cours, notamment la Constitution, qui prévoyait des élections dans un délai de 2 mois. Et l'idée, c'était de contenir rapidement cette révolte et de passer à autre chose, de faire quelques réformes à minima. Mais sauf que la rue ne l'entendait pas de cette oreille. Il y a eu, le mouvement social ne s'est pas arrêté avec le départ de Ben Ali, bien au contraire. Ça a libéré pas mal de personnes qui avaient peur jusqu'à la chute de Ben Ali. Donc les rues ont été investies partout d'ailleurs dans le pays par des manifestants qui réclamaient, après le départ de Ben Ali, la chute du parti État qui était le RCD, parce qu'on était dans une configuration
Alors, plus vraiment de parti unique, parce que la Tunisie a connu entre 1963 et 1981 une situation véritable de parti unique, mais on avait un parti unique de fait, qui était le RCD, donc c'était aussi bien un parti politique qu'un outil de surveillance et d'encadrement des masses, et aussi c'était le parti de l'administration. Et donc les manifestants voulaient la chute de ce parti-là, et il y a eu 2 mouvements sociaux très importants, respectivement Casbah 1 et Casbah 2. Casbah, c'est la place de la Casbah, c'est le quartier des ministères dans la vieille ville de Tunis, c'est là où il y a le siège notamment du Premier ministère, parce que l'essentiel du pouvoir maintenant était chez le Premier ministre. Le mouvement Casbah 1 a demandé à ce que tous les ministres RCD soient sortis, le mot était dégagé en français dans le texte. On veut qu'il dégage, merde, qu'il dégage, et que les prisonniers d'opinion dans cet établissement même, derrière vous... étaient dégagés du gouvernement. Et ensuite, le mouvement Casbah 2, ce qui s'est passé, à la fin de Casbah 1, il y a eu un remaniement ministériel et on a sorti tous les ministres RCD, à l'exception du Premier ministre, qui avait démissionné donc de ce parti État, mais qui est resté quand même le Premier ministre. C'était le Premier ministre de Ben Ali pendant 10 ans. Donc les gens disaient non, c'est pas possible, il faut aussi qu'il parte. Et nous ne voulons pas faire une petite transition rapidement dans le cadre juridique fixé par Ben Ali. Nous voulons autre chose. Donc il y avait des appels pour un gouvernement révolutionnaire, pour des tribunaux révolutionnaires, etc. Donc il y avait une demande très forte de ce côté-là. Et à minima, on demandait une nouvelle constitution, donc l'élection d'une assemblée constituante. Les autorités de transition, donc essentiellement issues de l'ancien régime ou des anciennes élites, ont essayé d'intégrer quelques opposants à Ben Ali, mais ça ne donnait toujours pas satisfaction. Et donc finalement, on a réussi à trouver une sorte de consensus. Il n'y aura pas de tribunaux révolutionnaires, il n'y aura pas de conseil de la révolution, mais on a créé on a dissous les 2 chambres du Parlement de Ben Ali, et on a créé une sorte de proto-parlement où seraient représentées les forces vives de la nation, c'est-à-dire les partis qui étaient opposants à Ben Ali, donc il était hors de question d'inclure les pro-Ben Ali, mais aussi les représentants des régions défavorisées, d'où est partie cette révolution, et également ce qu'on appelle en Tunisie les organisations nationales. Alors, ce sont c'est la société civile plus ou moins institutionnelle avec la puissante centrale syndicale UGTT, mais aussi l'UTICA qui est l'équivalent du MEDEF, l'UTAP qui est l'équivalent de la FNSEA, enfin vraiment droits de l'homme. Et donc tout ce monde-là était dans une assemblée plutôt consultative, mais à qui on avait demandé de faire des propositions au gouvernement, de changer un petit peu le cadre institutionnel et de mettre en œuvre. D'ailleurs, l'essentiel des avancées en matière de droits et de libertés ont été conduites dans ce contexte-là, c'est-à-dire en 2011, par un gouvernement issu de l'ancien régime. Donc il y a eu le premier ministre de Ben Ali qui s'appelait Ranouchi, mais qui n'a rien à voir avec le chef des islamistes, donc Mohamed Ranouchi, qui a fini par partir. Et on est allé chercher un vieux monsieur, à l'époque, il devait avoir 86-87 ans, qui était déjà ministre sous le tout premier gouvernement post-indépendance en 1956. Et donc c'est monsieur Beji Caïd Essebsi qui, lui, a assuré le reste de la transition et donc qui a promulgué l'essentiel des lois qui ont permis une libéralisation au sens politique du terme, c'est-à-dire des lois libéralisant le monde associatif, les partis politiques, la presse, les médias audiovisuels, le métier d'avocat, la magistrature, enfin plein de réformes ont été conduites cette année-là. Le problème, c'est qu'il y a eu une ultra-minorité de partis ou de mouvements qu'on va classer plutôt à l'extrême gauche qui se sont dit c'est une révolution, on va faire une lecture mais vraiment révolutionnaire, gramscienne, de ce qu'est la révolution, ce qu'est le bloc historique, qu'est-ce que c'est que cette révolution. Et ils ont eu l'impression que le choix, cet accord qui a été fait entre les anciennes et les nouvelles élites, était une trahison de la révolution. Et donc, mais on parle de groupuscules que quasiment personne ne connaissait. Gramsci, penseur et philosophe politique du XXe siècle, écrit depuis sa geôle les cahiers de prison. Si la classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire si elle n'est plus dirigeante mais uniquement dominante, et seulement détentrice d'une pure force de coercition, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, qu'elles ne croient plus à ce en quoi elles croyaient auparavant. La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cette intergène, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Le problème est le suivant.
Une rupture entre les masses populaires et l'idéologie dominante aussi grave que celle qui s'est produite après la guerre peut-elle être guérie par le pur exercice de la force qui empêche les nouvelles idéologies de s'imposer? L'intergène, la crise à laquelle on refuse ainsi une solution historique normale, se résoudra-t-elle nécessairement en faveur d'une restauration de l'ancien? La mort des vieilles idéologies prend la forme d'un scepticisme envers toutes les théories et toutes les formules générales, et d'une application aux purs faits économiques, gains, etc. Et à la politique non seulement réaliste de fait, comme toujours, mais cynique dans ses manifestations immédiates. Et ils se sont dit, non, on va refuser ça. Et ils se sont retrouvés avec un monsieur, professeur de droit constitutionnel, Kais Saied, qui avait pas de passé militant, qui même, en tant qu'enseignant de droit constitutionnel, a été sollicité pour dire du bien, notamment de la réforme constitutionnelle de 2002 faite par Ben Ali, pour lui permettre de rester un maximum de temps à la tête du pays. Donc il a fait sauter la limite des mandats présidentiels, il s'est donné une immunité, enfin des choses pas très très démocratiques, et Kais Saied a dit non mais ça c'est très bien, etc. Mais c'était pas non plus un grand partisan de l'ancien régime, c'était un monsieur plutôt apprécié de ses étudiants, et qui s'est passionné pour cette révolution. Et d'ailleurs qui intervenait partout sur les plateaux, c'est-à-dire qu'il s'est fait connaître à ce moment-là du grand public et de la société tunisienne en apparaissant partout. Absolument. Kais Saied se faisait inviter au moins 1 à 2 fois par semaine au JT de 20h de la télévision nationale, qui est de loin l'émission la plus regardée par tout le monde. On ait fait des études ou pas du tout, tout le monde regardait le JT de 20h, et donc ce monsieur a fait irruption dans la vie des Tunisiens, sachant que c'est un monsieur assez particulier, qui est un petit peu crispé quand il parle, qui a une diction très très particulière, qui parle un certain arabe classique. Note pour nos auditeurs, il y a une grande différence entre l'arabe qu'on parle à la maison et l'arabe classique, beaucoup plus grande que le français qu'on parle, enfin le français littéraire et le français de tous les jours, ça reste la même langue. Là, il y a une grande distance. Donc les gens, ils vont plutôt avoir tendance à parler en tunisien et pas en arabe classique. Et Kais Saied ne parlait qu'en arabe classique, avec une certaine forme, et donc le personnage a pour le moins intrigué et est devenu effectivement très connu, même s'il n'avait pas forcément de destin politique à l'époque. À l'époque, la bataille était entre les islamistes et les sécularistes, les modernistes, enfin, ils se donnent plusieurs noms. Mais on n'a pas du tout vu l'émergence de ce monsieur. Et donc, ce monsieur va rencontrer le groupe d'extrême gauche dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui refusait ce qu'ils appelaient eux la confiscation de la Révolution. Et pendant 8 ans, donc entre 2011 et 2019, ils vont faire un tour du pays à la rencontre de tous les déçus de cette transition. Et évidemment, comme les espoirs étaient tellement importants que personne ne s'attendait aussi à ça. Donc les personnes qui sont arrivées au pouvoir ne s'attendaient pas du tout à vivre ça. C'est-à-dire les opposants étaient dans un cadre de résistance à un pouvoir dictatorial, mais pas du tout dans une configuration d'exercer le pouvoir. Donc les déçus, il y en a eu beaucoup. La transition a pu être chaotique. Et donc petit à petit, ils ont récupéré tous les déçus, par exemple les jeunes qui voulaient intégrer les partis politiques, intégrer les associations, la société civile. Ils ont toujours été marginalisés dans un pays où les jeunes il y a un nombre important de jeunes et où on n'a pas arrêté de parler de la révolution des jeunes. Et in fine, les jeunes ont été marginalisés par leurs aînés. Les régions de l'intérieur, parce que la révolution c'est surtout ça, ça part de Sidi Bouzid, dans le centre du pays, dans cet arrière-pays de la ville de Sfax, la deuxième ville de Tunisie, grande ville industrielle, grande ville bourgeoise, et Sidi Bouzid c'était un petit peu le grenier à grains de cette... Donc c'est vraiment cette Tunisie qui a toujours été dans l'ombre de la Tunisie de la côte, de cette Tunisie qui n'a pas connu le même développement de la côte, cette Tunisie où il y avait beaucoup de mépris social entre les citadins et les ruraux, etc. Donc la révolution, c'est la revanche de cette Tunisie. Pour moi, dit cette femme, il n'y a pas eu de changement. Il faut beaucoup de temps pour changer les choses. Les politiques, et je parle en particulier des islamistes d'Ennahda, n'ont encore rien fait. On comprend qu'il leur faille du temps, mais il faut qu'ils passent à la vitesse supérieure. Or, ce qui s'est passé pendant 10 ans, c'est on est resté quand même avec les nouvelles élites, on s'est inscrit dans le même cadre de ce développement à double vitesse entre une côte qui vit bien, des centres-villes contre c'est comme en France, contre la périphérie, etc. Et pendant 10 ans, on n'a pas trouvé de solution. On est plus allé sur les questions
politiques, sur les droits et des libertés, qui me semblent être primordiaux, et on a totalement délaissé, en tout cas on n'a pas réussi à répondre à la question sociale, et donc Kais Saïed, il a fait partie de ces gens qui ont récolté cette colère, et arrivé en 2019, alors que pendant 10 ans l'idée c'était islamiste, pas islamiste, moderniste, pas moderniste, etc., etc., et bien 2019 c'est l'année des populistes, c'est-à-dire que plusieurs candidats avec des offres différentes, mais se sont tous inscrits dans cette idée de populisme, c'est-à-dire, je prends la définition la plus simple du populisme, c'est une opposition entre des élites et un peuple supposé être pur. Donc on a eu plusieurs formes de populistes, mais Kais Saïed arrive, au début, au premier tour, il n'est pas très très bien élu, il a 19%. À titre de comparaison, les deux finalistes de 2014 ont eu 35 et 40%, donc on n'est pas du tout dans cet ordre d'idées. Il arrive au pouvoir, il arrive au second tour, mais il a face à lui quelqu'un qui est aussi populiste, mais une autre forme de populisme, qui est la quintessence de ce que l'élite a corrompu à donner, c'est-à-dire c'est un grand mania des médias, un filou, quelqu'un qui a passé l'essentiel de la campagne électorale derrière les barreaux pour fraude fiscale, pour blanchiment d'argent. Et donc les Tunisiens, en gros, on leur a dit, bon, vous avez ce monsieur qui est assez particulier, mais en face, vous avez un mafieux. Et donc, il arrive au pouvoir et il est élu avec plus de 72% de suffrages, donc il est triomphalement élu, mais avec, à l'époque, en tout cas dans le cadre constitutionnel de 2014, avec très très peu de prérogatives. Pour expliquer à nos auditeurs français, c'est le président de la République sous le régime de 2014 a à peu près les mêmes prérogatives qu'un président français en période de cohabitation. C'est-à-dire à l'essentiel du pouvoir, c'est le Premier ministre qui tient sa légitimité d'un Parlement. Donc on est arrivé dans cette configuration où on a un président très très bien élu, et en face on a eu des élections législatives avec un Parlement très éclaté, où le premier parti n'avait même pas le quart des sièges, donc ce qui augurait d'une instabilité gouvernementale, et c'est ce qu'on a eu pendant 2 ans. Et donc on arrive jusqu'au 25 juillet, où le président fait clairement... Moi, le mot que j'employais au début, c'était coup de force, mais que c'est clairement un coup d'État. Oui, cette date est importante. C'est pratiquement 2 ans après son élection. Elle marque un tournant. Est-ce que tu peux m'expliquer lequel, puisque ça explique la situation d'aujourd'hui, en fait? Un mois avant le coup d'État, il y a un des députés de Tilef Karam, donc de la révolution, de ce groupe islamo-populiste, qui quitte son pupitre et va mettre une gifle en direct à la présidente du PDL, donc de ce parti néo-benaliste. Alors oui, pour récapituler les faits, Abir Moussi, député du parti de droite, le Parti des Stouriens Libres, est venu, comme chaque jour depuis plusieurs semaines, avec un mégaphone au sein de l'hémicycle, avec d'autres de ses collègues aussi, pour perturber en fait la tenue de la séance plénière, puisqu'elle conteste avec d'autres députés de son parti, via des sit-ins, la présidence du Parlement menée par le leader du parti islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi. Donc elle est venue en fait perturber cette séance, et pendant qu'elle parlait dans son mégaphone, un député s'est levé et lui a asséné un coup de poing, une scène assez violente qui en plus s'est répétée au cours de la journée, puisqu'un autre député est aussi venu la frapper un peu plus tard, toujours devant les caméras. Alors elle ne s'est pas laissée faire, elle a même confisqué la caméra d'un journaliste de la télévision nationale en début de soirée pour se faire entendre, et c'est une vraie cacophonie qui a régné pendant toute la soirée au sein du Parlement, avec des députés de d'autres partis qui continuaient quand même de voter un projet de loi sur l'ouverture d'un bureau pour un fonds qatari en Tunisie. Et tout ça se passe, on est en 2021, et 2021, la Tunisie, qui a très très bien géré la première phase du Covid, la Tunisie s'effondre littéralement, elle n'arrive pas à avoir de vaccin. Dans cet hôpital de l'Est tunisien, plus les jours passent, plus le personnel de santé se sent dépassé. Le pays avait pourtant servi d'exemple en mars 2020, confinement général strict, fermeture des frontières et un plan d'aide de près d'1 milliard d'euros. Une stratégie payante, la première vague avait été maîtrisée. Depuis 14 mois, nous travaillons sans relâche et sans interruption pour aider les patients atteints de Covid-19. Nous sommes aussi des humains.
La pénurie de personnel de santé, qui est un problème depuis des années, a maintenant un impact majeur. Selon les derniers chiffres officiels, la Tunisie a enregistré près de 500 000 cas confirmés et plus de 16 000 décès, dont plus d'une centaine enregistrés chaque jour, sur donc 12 millions d'habitants dans le pays. Dans ce gymnase, transformé en hôpital de campagne, près de 100 patients atteints de Covid-19, presque tous sous respirateur artificiel. Ici, ces derniers jours, plus que la maladie elle-même, c'est la pénurie d'oxygène qui a mis les soignants sous pression. Avec l'explosion des contaminations dans le pays, les capacités de production d'eau-de médicale sont devenues insuffisantes. On voit un décalage entre ce qui se passe et ce qui se passe à l'Assemblée. C'est-à-dire les gens voient tout le monde a perdu un proche. La Tunisie, c'est un tout petit pays, tout le monde a perdu un proche dans le Covid. Tout le monde a vu qu'un proche n'a pas pu être soigné, etc. Et donc, en face, on se dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il y a une colère qui monte. Cette colère est accélérée quand des islamistes vont demander à ce qu'on les indemnise des années de prison sous Ben Ali. C'est quelque chose qui a été acté dans la loi, qui n'a jamais été mis en place. Et donc, il y a un des chefs des islamistes qui organise un sit-in devant le siège du gouvernement et qui dit « Là, on veut absolument que les prisonniers politiques, qui sont ultra majoritairement islamistes, soient indemnisés. Il y a un fonds qui a été créé par la loi, qui n'a jamais été abondé. On veut que ce fonds soit abondé. Et je donne la date du 25 juillet. Le 25 juillet, c'est la fête de la République. Ça commémore la fin de la royauté par Bourguiba, donc, qui dépose le bey en 1957 et qui proclame la République et devient son premier président. Il dit, on va prendre une date symbolique pour les Tunisiens. Je donne au gouvernement jusqu'au 25 juillet pour nous indemniser. Et il dit ça alors que des gens crèvent littéralement dans la rue parce qu'ils n'arrivent pas à se faire soigner. Et donc, il y a un mouvement de colère qui émerge. Et les gens se disent, vous savez quoi, on va vous dégager le 25 juillet. Et il y a des manifestations qui se font le 25 juillet. Alors, elles ne sont pas si importantes que ça, mais on a eu quand même des manifestations un petit peu partout en Tunisie. Et après, le 25 juillet au soir, il y a le président de la République qu'on voit, entouré de hauts fonctionnaires, de hauts gradés de l'armée et de l'appareil sécuritaire, et qui dit, je vais appliquer l'article 80 de la Constitution tunisienne, qui est celui de l'état d'exception, c'est-à-dire que, compte tenu d'une situation de danger imminent qui menace la République, on donne l'essentiel du pouvoir au président de la République, dans un temps limité, pour rétablir les choses. On appelle ça, en sciences juridiques, on appelle ça une dictature constitutionnelle. Donc à la base, c'est quelque chose qui est prévu par les textes, c'est-à-dire qu'il y a un danger, un grave danger, une guerre, une épidémie en l'occurrence, une menace normalement qui est censée être extérieure, et donc les autorités vont faire corps, on va devoir limiter certaines libertés pour arrêter ou parer ce danger. Donc c'est ça la philosophie. Et donc pour que les autorités fassent corps, il faut que le Parlement ne puisse pas être dissous, il faut que le gouvernement ne puisse pas faire l'objet d'une motion de censure, et du coup le président derrière, il va récupérer beaucoup de pouvoir pour sortir de cette solution et revenir à une situation normale. Donc ça, c'est la lettre et l'esprit de l'article 80. Malgré le couvre-feu, les klaxons retentissent avenue Bourguiba. Des centaines de Tunisiens descendent dans les rues pour célébrer ou questionner les annonces de leur président. C'est la première fois de ma vie que j'entends un chef d'État prendre une bonne décision. On a retrouvé notre pays. Après son allocution coup de théâtre, Kais Saied savoure et s'offre un bain de foule. Le président vient de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi, de geler les activités du Parlement pendant 1 mois, de lever l'immunité des députés, mais aussi... Le président de la République se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. Les prérogatives du président se limitent pourtant à la diplomatie et à la sécurité. Kais Saied dit s'appuyer sur un article de la Constitution qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays. Mais rien dans le texte ne prévoit précisément les mesures qu'il a prises. C'est une nouvelle étape dans le bras de fer qui l'oppose au parti islamiste Ennahda, au pouvoir en Tunisie depuis la révolution de 2011. Le problème, c'est que ce que décide le président, c'est de virer son Premier ministre. Il n'en avait pas le droit. Et donc, quelque part, de faire chuter le gouvernement. Ne pouvant pas dissoudre, parce que c'était écrit noir sur blanc, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée, il va se dire,
je vais geler les activités de l'Assemblée, je vais interdire aux députés d'aller à l'Assemblée, de voter des lois, etc. Et je vais, dans un premier temps, je vais présider le parquet, c'est-à-dire devenir le procureur général, président qui est en même temps le procureur général. Mais le problème, c'est que la situation était tellement dure que quand il proclame ceci, il y a des scènes de liesse partout en Tunisie. Les gens sortent, les gens klaxonnent, on a vraiment retenu ça, les gens sortent dans leur voiture. Donc c'est un coup d'État qui est très populaire. On a vendu aux Tunisiens la démocratie comme étant gage de prospérité. Donc on leur a dit, vous allez avoir la démocratie et en contrepartie, vous allez être prospère. Et la situation économique s'est aggravée pour diverses raisons. Et donc, quand arrive ce 25 juillet 2021, eh bien, il y a une majorité de Tunisiens. Après, il y a eu des sondages qui donnaient jusqu'à 90% d'adhésion à ce qui s'est passé. Les gens en avaient assez. Des Tunisiens font la queue devant ce supermarché. Il faut faire preuve de patience et de courage pour y accéder. Dans les files d'attente, le droit du plus fort devient parfois la règle. Sucre, huile végétale, riz et autres, le pays connaît une pénurie de produits de base. Les rares produits disponibles sont vendus sous forme de rations uniquement. Ce souk populaire de la capitale, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Les commerçants sentent le poids de la crise économique. Ferid a du mal à vendre ses pommes de terre, dont le prix a doublé en 3 ans. Avant, elles coûtaient moins d'1 dinar le kilo. Maintenant, c'est passé à 2 dinars, même 2 dinars 50. C'est devenu très difficile. Si ça continue comme ça, il va y avoir une autre révolution, ça c'est sûr. 11 ans après la chute de Ben Ali, les mêmes colères, les mêmes inquiétudes, les mêmes histoires. Face à cette augmentation des prix, la Tunisie est devenue l'un des premiers pays à ne pas pouvoir régler ses achats de matières premières. Tunis négocie un prêt de 2 à 4 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international pour faire face à son déficit budgétaire. Pourquoi ça augmente ? Il n'y a plus d'eau. Les hommes d'affaires gouvernent ce pays et il y a la corruption. 12% d'inflation en 1 an, aggravée par la situation internationale et les spéculations sur les marchés alimentaires. Les salaires, eux, restent très bas, 140 € pour le minimum mensuel. Mohamed Amin, c'était un jeune comme moi. Il n'avait pas d'autre solution pour aider sa famille. La première fois, la mairie lui a confisqué sa balance pour l'empêcher de travailler. Ses amis l'ont aidé, il a monté un autre stand de fruits plus loin, là-bas. Mais la police lui a repris sa balance. Le 24 septembre, le jeune homme s'est suicidé. Les habitants de Mornag ont manifesté, jeté des pierres contre la police. Les autorités, elles, ont vite construit un kiosque à la place du stand de Mohamed Amin. Justement, tu viens d'évoquer ce dernier facteur qui est très important, qui est la situation économique, très difficile, qu'on peut dire même catastrophique aujourd'hui. Le taux de chômage est de 15% et autour de 30% chez les jeunes, selon les derniers chiffres. Comment expliques-tu cette crise et l'inflation qui touche durement le pays ? La Tunisie est en crise économique au moins depuis 2008, depuis la crise de 2008. Après, il y a eu la révolution, après il y a eu le terrorisme, après il y a eu le Covid, après il y a eu la reprise post-Covid. Et la Tunisie, comme je te l'ai dit, a eu du mal à sortir du Covid. Donc quand les pays se sont positionnés après le Covid, la Tunisie est arrivée un petit peu à la traîne. C'est cette année-là où il y a un coup d'État. Et ensuite, il y a la guerre en Ukraine et ça continue. Donc on va de crise en crise. Et on ne trouve pas de solution, sachant que ce qui a explosé entre-temps, c'est la dette. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont, entre guillemets, je mets plein de guillemets, aidé la Tunisie après 2011 pour l'encourager dans sa vision, dans sa transition démocratique. Mais la contrepartie, c'est que on l'a encouragé en lui faisant des prêts. Et que là, on a commencé à rembourser ces prêts. Et donc, il y a aussi une dette très importante, avec une crise économique qui fait qu'aujourd'hui, l'État s'endette pour payer ses dettes. Et on est dans ce cercle vicieux. Et il y a une conséquence à cela, c'est l'immigration tunisienne. Elle a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau. On pourrait revenir sur l'histoire de l'immigration tunisienne qui fait partie vraiment intrinsèquement de l'histoire aussi du pays. Mais depuis 2014, en fait, ça s'est accéléré. D'après la définition de l'Institut national des statistiques en Tunisie, donc une émigrée, est une personne ayant résidé au moins 3 mois dans un autre pays que la Tunisie. Les chiffres indiquent qu'ils étaient à peu près 566 000 individus, donc près de 70% d'hommes
d'hommes et environ 30% de femmes qui vivaient donc dans un autre pays. La moitié de ces immigrés ont quitté la Tunisie donc après 2010. Et quelle est la position de Kais Saied concernant l'immigration tunisienne? Comment il appréhende cette situation? C'est quoi son positionnement clairement? Alors, avant de parler de Kais Saied, je vais parler des autorités en général. Les autorités voient plutôt d'un bon œil l'immigration. Pourquoi? Parce que quand ça fait un chômage important, un immigré, c'est un chômeur en moins. Mais surtout que la Tunisie, on a parlé du problème d'endettement, la Tunisie a un besoin fondamental de devises étrangères, essentiellement l'euro et le dollar. Et les immigrés, quand ils partent, en général, ils vont envoyer de l'argent à la famille restée au bled. Donc, il y a un fort transfert de devises pendant quelques années, je crois que c'était le cas en 2022, mais j'en suis pas sûr, qui va dépasser le tourisme, parce que la Tunisie vit vit aussi du tourisme, des exportations, notamment d'huile d'olive, mais aussi de pièces mécaniques. Donc, les autorités voient dans les Tunisiens de l'étranger une sorte de vache à lait. Pour Kais Saied, c'est un petit peu différent. Alors pour lui, il estime que la place des Tunisiens, c'est en Tunisie, et qu'ils doivent aider leur pays. Alors s'il aide de l'étranger, pourquoi pas, mais il a plutôt intérêt à ce qui reste en Tunisie. Et ça, c'est important, parce que quand on a cette vision, on va trouver des points de convergence avec essentiellement des Européens, plus particulièrement des Italiens et des Français, qui veulent plus d'immigration, ou qui veulent le moins d'immigration possible. Et donc, on comprend mieux l'entente qu'il y a entre une Giorgia Meloni, donc dirigeante d'extrême droite à la tête de l'Italie depuis octobre 2022, et Kais Saied. Elle veut se débarrasser, mais clairement, des immigrés qui arrivent à Lampedusa, et lui veut bien reprendre les siens. La chef du gouvernement italien est la première dirigeante européenne à se rendre en Tunisie depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs il y a près de 2 ans. Depuis plusieurs semaines, les deux pays collaborent activement, notamment sur la question migratoire. Notre travail est très important aussi dans le domaine de la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est un phénomène qui touche aussi bien Tunis que Rome. Nous avons convenu avec le président Saied qu'il est fondamental de renforcer la coopération dans ce domaine, selon une approche qui ne peut pas être exclusivement sécuritaire. L'Italie, en première ligne des arrivées de migrants, veut tout faire pour les contenir. Selon les gardes-côtes tunisiens, 5 fois plus d'embarcations ont été arraisonnées au premier trimestre 2023 que par rapport à la même période en 2022. Pour appuyer son voisin en pleine crise politique et économique, Rome plaide également la cause de Tunis auprès des instances internationales. Nous avons défendu une action de soutien à la Tunisie dans le cadre des négociations avec le FMI, aussi bien au niveau européen que du G7, avec une approche pragmatique, parce qu'il faut avoir une démarche pragmatique, en tenant compte évidemment des règles du fonctionnement du FMI. La Tunisie, endettée à environ 80% de son PIB, négocie depuis près de 2 ans un nouveau crédit du FMI. Un accord de principe a été conclu en octobre dernier, mais depuis, les discussions piétinent. Le président Kais Saied refuse notamment de restructurer les entreprises publiques lourdement endettées, comme le préconise le FMI. Giorgia Meloni a été la dirigeante étrangère qui a le plus visité la Tunisie en 2023. Entre le mois de juin et de juillet, elle est venue 3 fois, c'est devenu le sujet de blagues. Attends, elle n'est pas venue cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Et donc, Kais Saied, finalement, il trouve, pour des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes, il se trouve d'accord pour dire non, mais moi, mes enfants, je les veux à la maison. Donc la Tunisie est un très très bon garde-frontière, d'une part, et 2, c'est aussi un très très bon exécutant de ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires, parce que pour pouvoir expulser un étranger qui généralement n'a pas de papier, il faut qu'il y ait un pays qui dise alors c'est le ressortissant de mon pays, donc je vais lui donner un laissez-passer consulaire pour qu'il puisse franchir la frontière. On ne peut pas expulser comme ça. Tout le débat qu'il y a en France sur la non-exécution des OQTF, ça tient généralement à ça. C'est-à-dire que les pays refusent, parfois parce que c'est pas évident, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, un maghrébin, vous allez difficilement, s'il n'a pas de papier sur lui, s'il décide de ne pas parler, vous allez avoir du mal à dire s'il est tunisien, algérien ou marocain. Et donc,
il y a ce bras de fer continu entre la France et les pays du Maghreb, mais la Tunisie, elle a signé un certain nombre d'accords de réadmission, en 2011 par exemple, parce qu'il y a eu une grande vague migratoire juste après la chute de Ben Ali, parce qu'il y avait un effondrement sécuritaire, donc les gens en ont profité pour quitter le pays. Et très vite, il y a eu un accord entre la Tunisie et l'Italie pour que la Tunisie reprenne systématiquement ses ressortissants. Ça, c'est pas Kais Saied, hein, c'est Beji Caïd Essebsi, c'était en 2011. Mais la Tunisie continue à le faire, à délivrer des laissez-passer consulaires et à pas être très regardante sur la situation horrible dans les centres de rétention en Italie, où ils ont une vision très approximative de ce que sont les droits humains. Donc il y a plein de scandales et on n'entend pas la Tunisie, qui par ailleurs a un discours très souverainiste avec Kais Saied, dès lors qu'on dit vous êtes une dictature, etc. Là, on convoque la souveraineté nationale, mais par contre que des Tunisiens soient maltraités, il y a eu des morts suspectes dans des centres de rétention. Là, on entend beaucoup moins la Tunisie. Et justement, là, on vient de parler de l'immigration tunisienne, et puis un autre sujet qu'on va pouvoir évoquer, c'est celle de la Tunisie, donc comme terre de passage pour les personnes qui traversent la Tunisie pour rejoindre l'Union européenne. La clé de voûte pour comprendre la gouvernance de Kais Saied, c'est le complotisme. Donc il se base sur la désinformation à grande échelle, et c'est cette même théorie du complot qui a amené en fait le président à exposer celle du grand remplacement lors d'un discours le 21 février 2023. Le président de la République met le feu aux poudres et, je cite ses paroles, « Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie ». Rassemblés dans le centre de la capitale, plusieurs centaines de militants antiracistes sont venus crier leur colère. L'appel à la haine à l'encontre de nos frères et sœurs subsahariens ne représente pas la Tunisie, ne représente pas les Tunisiens. Non au racisme et au fascisme. La Tunisie est un pays africain et tous les Africains y sont les bienvenus. Un discours, loin d'être partagé par tous, à commencer par le chef de l'État. Lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale du 21 février, Kais Saied fustige ce qu'il qualifie de horde de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est source de violence et de crimes. Les propos du président Kais Saied ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de solidarité de certains internautes tunisiens qui ont changé leur photo de profil ou dénoncé le racisme latent qui règne dans les médias tunisiens, mais aussi sur les réseaux sociaux et qui avait précédé les propos du président Kais Saied. On est très mal parce que cette campagne, finalement, elle n'est pas là depuis 2 semaines ou 3 semaines ou 2 mois. Cette campagne a commencé il y a à peu près une année. Mais on se disait toujours que chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de demander ce qu'il veut de son pays. Aujourd'hui, quand on voit sur les plateaux de télévision des personnes qui se disent chefs de parti, qui incitent à la haine, et que c'est pris aujourd'hui en considération par la présidence de la République, c'est ça qui nous inquiète. Alors nous, en tant que société civile, on réitère le fait que les droits sont pour tous et pour toutes, qu'importe la situation administrative, la couleur, la religion, que le droit de la mobilité aussi, c'est un droit universel. Bien évidemment, on soutient toute cette communauté qui est prise à part par des propos haineux qui ne nous ressemblent pas. Donc c'était il y a 1 an. Il cible clairement les personnes d'origine subsaharienne. Quel est son objectif à ce moment-là et qu'est-ce que cela entraîne ? Je vais commencer par développer la partie complot. Il y a beaucoup de dirigeants populistes qui utilisent la théorie du complot. On connaît Trump, ça c'est le cas classique. Ici en France, heureusement, il n'est pas encore au pouvoir, mais on a Éric Zemmour, qui vont utiliser des théories du complot à laquelle ils ne croient pas forcément. Le point le plus important, c'est que Kais Saied croit vraiment à l'existence d'un complot. Enfin, il a une explication. Il explique à peu près tout par le complot. D'ailleurs, il y a actuellement 14 enquêtes ou procès en cours pour complot aux sécurités de l'État. Ouais, impliquant Netanyahou qui serait, juste pour citer le dernier, alors c'est pas un procès pour l'instant, c'est une enquête, mais une enquête est ouverte parce que Netanyahou, en pleine guerre contre Gaza, il serait venu en sous-marin
en Tunisie pour voir un des chefs de l'opposition tunisienne, et il est reparti chez lui, et voilà, et les autorités se sont rendues compte de rien. Donc, pour vous donner le niveau quand même de la théorie du complot qui existe en Tunisie, à laquelle, encore une fois, le président croit. Il ne fait pas semblant, il croit vraiment à ça. Pour ce qui est du cas des subsahariens, donc il y a effectivement du fait de la déstabilisation de la Libye, du fait de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, etc. Il y a des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la misère et qui partent en Afrique du Nord. Il se trouve que la Tunisie n'a aucune frontière avec des pays subsahariens. Donc ils passent forcément par la Libye ou par l'Algérie. La Libye, bon, il y a un État failli aujourd'hui, donc ça s'explique. Les Algériens, ils laissent faire. Il y a eu, à la sortie de mon livre, en octobre 2022, je me suis rendu plusieurs fois, en moyenne toutes les 2 semaines, je me rendais à Tunis pour le présenter, et je voyais l'émergence d'une théorie du complot, alors qui ne venait pas de Kais Saied, qui venait d'un groupuscule d'extrême droite tunisien qui s'appelle le Parti national tunisien, qui croit en la supériorité de la race tunisienne, qui est hyper nationaliste, et donc pour qui, pareil, la Tunisie a été victime d'un complot, notamment occidental, pour qu'elle perde sa souveraineté, etc. Et donc là, il y a déjà des points communs avec le discours de Kais Saied. Sauf que eux, ils ont développé une théorie du complot assez efficace, je dois le dire. Elle établit un parallèle entre la question palestinienne et la question subsaharienne. A priori, on est assez loin. Ils se disent, à la fin du 19e siècle, les élites européennes voulaient se débarrasser des Juifs. Il y avait un sentiment antisémite très important chez les élites européennes et un sentiment national chez les Juifs, qui voulaient créer un foyer juif en Palestine. Et la rencontre des deux a donné lieu à la création de l'État d'Israël et à tout ce qui se passe. Et que, pour l'essentiel, les Palestiniens, les Arabes palestiniens en terre de Palestine, ne voyaient pas vraiment le danger, et donc aujourd'hui ils se trouvent dans une situation coloniale. Et eux, ils vont établir ce parallèle, ils vont se dire, aujourd'hui il y a un discours xénophobe clair chez beaucoup d'élites européennes. Il y a un discours qu'on appelle afrocentriste qui estime que toute l'Afrique devrait être noire et que des personnes comme moi, venant d'Afrique du Nord, ne sommes pas des autochtones. Nous sommes soit venus avec les Arabes, soit venus avec les Européens, mais en tout cas, on n'est pas africains. Et alors, c'est un discours qui est ultra minoritaire, mais pour faire une théorie du complot, c'est ce qu'on fait en général. C'est-à-dire qu'on prend des éléments qui peuvent être vérifiables, pris séparément, on les empile, on crée une relation de cause à effet, et hop, le tour est joué. Et donc, ces personnes, on parle de 3 personnes. Le PNT, c'est essentiellement 3 personnes. Ils ont fait une campagne terrible sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain, donc en allant tracter dans les cafés, dans les marchés, etc., en disant, vous voyez, parce qu'effectivement, il y a eu un nombre important de subsahariens. Quand on est dans un pays maghrébin, les subsahariens, ça se voit. Et donc, on a sorti un petit peu la même théorie du grand remplacement pour dire, vous voyez, ils sont très nombreux, donc on a exagéré, on a dit qu'il y avait 2 millions, etc., etc. Et ils sont là pour nous remplacer. Et ils ont sorti des vidéos de quelques imbéciles qui disaient, oui, mais la Tunisie nous appartient, l'Afrique du Nord nous appartient, on va les remplacer, etc., etc. Et donc, les gens ont cru à ça. Mais bon, fatalement, un jour, ils ont été invités à la télé en prime time. Après, c'était allé. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, notamment ce parti national, il a envoyé toutes ces conclusions, toutes ces théories, il les a envoyées à la présidence de la République pour leur dire, voilà ce qui se passe. Et on a sorti au président ce qu'il adore, c'est-à-dire des complots. On lui a dit, c'est le grand remplacement. Et donc, il a réuni, comme il est vraiment très perméable au complot, il a réuni un Conseil national de sécurité. Il y a eu alors c'était pas un discours, mais plutôt un compte rendu, le communiqué de la honte du 21 février. Et derrière, il y a eu un déchaînement de violence. Les Tunisiens se sont sentis autorisés à faire les flics. Des personnes ont été sorties, y compris des personnes en situation régulière, ont été sorties de leur maison, ont perdu leur travail, y compris des personnes tunisiennes à la peau noire ont été harcelées, violentées. Et bon, très vite, après, il y a eu une vague d'indignation, donc les autorités ont rétro-pédalé. Donc, ils ont dit, mais attendez, c'est à l'État d'appliquer la loi, donc hors de question de se faire justice soi-même, etc., etc. Mais le mal était fait. Donc, il y a eu une première vague en février, et une deuxième vague, il y a eu une rixe entre un Tunisien et un Subsaharien. Le Tunisien est mort. Il y a eu un député, donc un proche du président, qui en a parlé. Et ça a remis le feu aux poudres. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, les autorités ont raflé des Tunisiens, des Subsahariens, et ils les ont déportés vers les frontières algériennes et libyennes, donc en zone désertique. Et il y a eu des morts. Cette rixe a eu lieu en juin, et c'était à Sfax.
Tout à fait, à Sfax, où c'était la ville de toutes les façons, la ville et la région de Sfax, c'est là où il y a eu les plus grands points de fixation des subsahariens. Et c'était un député de Sfax, d'ailleurs, qui en a parlé et qui a mis le feu aux poudres. Est-ce que tu penses que Kais Saied utilise les personnes exilées présentes sur le territoire tunisien, dont certaines sont en situation régulière, tu l'as rappelé, et d'autres seulement de passage, comme d'un bouc émissaire pour trouver un ennemi intérieur afin d'éloigner du débat public les vrais problèmes qui gangrènent le pays? Alors oui et non. Oui, depuis qu'il a les pleins pouvoirs, depuis le 25 juillet 2021, Kais Saied multiplie les boucs émissaires. Au début, c'était le Parlement, c'était facile. Ensuite, c'était les juges. Ensuite, c'était les opposants. Et donc, les migrants font partie des boucs émissaires du président parce que ça permet effectivement de parler d'autre chose. Ça permet de jeter l'opprobre sur un groupe. Là, en l'occurrence, c'est les migrants. Et ça permet aussi de ressouder le peuple autour de ce président qui va les protéger. Donc là, en l'occurrence, ça touche à l'intime. Ce qu'il leur dit clairement, c'est les Tunisiens se vivent comme blancs. Ça peut être bizarre vu d'Europe, mais les Tunisiens se vivent comme blancs. Et on leur dit, vous allez être remplacés par des Noirs qui, en plus, sont majoritairement chrétiens. Donc vous allez abandonner on va dire le caractère, d'ailleurs c'est écrit dans son communiqué, le caractère arabo-musulman de la Tunisie, et le transformer en Noirs et chrétiens. Et donc, quelque part, et comme cette théorie, encore une fois, c'est pas Kais Saied qui l'a impulsée, quand il a écrit ça, elle était très populaire en Tunisie, et finalement, il dit, c'est très bien, il va nous protéger de ça. Quelqu'un comme Éric Zemmour, qui, soit dit en passant, a applaudi, il a tweeté au lendemain de ce fameux communiqué de la honte, il a dit, voilà, les Tunisiens ont enfin compris ce qu'était le grand remplacement, et donc soutien à Kais Saied, etc., etc. D'ailleurs, il y a eu un silence un peu assourdissant de la part des dirigeants de l'Union européenne lors de la sortie de ce communiqué dont tu viens de parler concernant les personnes d'origine subsaharienne. En plus, ensuite, on a vu tout un tas de tractations économiques avec l'Union européenne pour recevoir des fonds de la part de l'UE vers la Tunisie pour que la Tunisie externalise finalement la politique migratoire, en essayant tout simplement d'être le garde-frontière de l'UE. Quel est son objectif sur ce plan-là, justement, à accepter d'être le garde-frontière de l'Union européenne? Il a vu qu'il y avait un intérêt à coopérer avec les Européens. Alors lui, ce qu'il dit, il faut changer de paradigme, il faut arrêter les causes de départ, etc. Donc c'est un discours qu'on classerait plutôt à gauche, couplé à un discours d'extrême droite. Il vient de nous remplacer, mais disons que Giorgia Meloni, qui a été la première, donc il y a eu effectivement un silence par rapport, il n'y a pas eu de condamnation directe de ses propos. Il y a eu après une motion du Parlement européen dans un second temps qui était largement adoptée et qui a parler de cette question migratoire, mais aussi du fait que Kais Saied est en train de liquider toute son opposition. Aujourd'hui, on a toutes les familles politiques sont bien représentées en prison. Il va sans doute y avoir des élections à la fin de l'année, et la plupart des chefs sont en prison. La plupart des opposants sont en prison, avec des théories du complot qui sont totalement délirantes. Et par contre, Giorgia Meloni a été la première à témoigner de cette solidarité avec Kais Saied. Moins de 10 jours après, elle appelle la première ministre de l'époque, Nejla Boudel, pour l'assurer de son soutien, du soutien de l'Italie, etc. Manière de dire, c'est pas grave ce qu'il fait. Et après, elle a complètement pris le lead, pour parler en affreux globiche, sur la question migratoire européenne. C'est-à-dire qu'elle a imposé ses vues à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, à Emmanuel Macron, qui se dit c'est peut-être pas plus mal de laisser faire les Italiens comme ça. Bon, de toute façon, ils ont déjà une réputation qui n'est plus à faire, une réputation sulfureuse. Et par ailleurs, c'est très bien, Kais Saied, il fait le job. D'ailleurs, Emmanuel Macron a soutenu ouvertement Kais Saied. Alors c'était avant cette affaire, c'était en novembre 2022, au moment du sommet de la francophonie. Mais il a dit, oui, moi je soutiens Kais Saied, et c'est bien ce qu'il est en train de faire, etc. Donc voilà, il y a une sorte de convergence d'intérêts, il y a un pouvoir qui se sait illégitime, qui est basé sur un coup d'État, illégitime mais populaire, point important, et donc qui se dit, si on arrive à se mettre d'accord sur la question migratoire ou autre, s'ils me foutent la paix sur la question des droits humains, c'est peut-être pas plus mal.
Donc c'est ce qui se passe actuellement. On a vu quand même que les associations ont essayé sur la question migratoire aussi de porter la contradiction, d'alerter, de venir en aide aux migrants, surtout vraiment pendant les deux crises de février et de juin-juillet. Mais derrière, l'État a refusé. Par exemple, on a mis les migrants étaient installés dans des régions militarisées. Et la seule organisation qui a eu accès aux migrants, c'était le Croissant Rouge tunisien. Croissant Rouge qui est très lié aux autorités et donc qui a pu, heureusement d'ailleurs, porter assistance, etc. Mais on a interdit aux autres ONG. Quand il y a eu le deal passé avec les Européens, dans le mot qui a été donné par Kais Saied, on est pris aux ONG pour dire pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas aidé les migrants alors que lui-même savait, ou devrait savoir, et s'il ne le sait pas, c'est grave, que les autorités ont interdit aux ONG de porter assistance. Et donc, on est dans un processus de diabolisation. Alors, pour conclure cet entretien, quel est l'avenir politique et quel est l'avenir de la politique migratoire en Tunisie également ? Alors, pour ce qui est de l'avenir politique, il est très incertain. Aujourd'hui, les opposants sont harcelés, beaucoup d'entre eux sont en prison. Dès qu'on entend parler de quelqu'un qui dit, parce que normalement il devrait y avoir des élections en fin d'année, dès que quelqu'un manifeste sa volonté de concourir, des dossiers judiciaires s'ouvrent. Je ne dis pas que les gens sont forcément innocents, mais je me dis que quand ça se fait systématiquement, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc les gens n'adhèrent pas à son projet, mais en revanche, il leur sert tout un tas de boucs émissaires, ce qui fait qu'il reste quand même populaire, parce que si moi j'ai un problème avec toi et que lui va se débarrasser de toi, je le soutiens, et un tel a un problème avec ton voisin, etc. etc. Donc il multiplie les boucs émissaires, donc ça permet d'agréger des colères et de les diriger contre les autres. Donc aujourd'hui, s'il y a des élections, il n'aura pas besoin de truquer les urnes, il emportera l'élection. Ça, j'en suis convaincu. Tous les sondages donnent ça, avec sans doute un faible taux de participation. Mais surtout, ce ne seront pas des élections, ce seront des élections qui n'ont pas été trafiquées le jour du vote. Mais quand tu passes ta vie à salir tes opposants, à les mettre en prison, je ne crois pas que ce soit ce qu'on appelle des élections libres et transparentes. Sur la question migratoire, ça dépendra de plein de choses. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les paramètres parce que ce que veulent les Européens, de plus en plus, c'est d'externaliser la gestion, notamment en mettant des hotspots. Et s'il y a bien une continuité entre Ben Ali, les autorités de la transition entre 2011-2021 et Kais Saied, c'est un refus clair et net de cette option-là, c'est-à-dire que les demandes d'asile soient traitées sur le territoire tunisien. Donc ça, je ne vois pas du tout un changement de ce côté-là. Malheureusement, ça va se traduire par de plus en plus de chasse aux migrants et un durcissement clair et net, parce que là, on demandera des résultats à Kais Saied, qui ne sera pas contre. Et même s'il y a un changement, je vois très peu de familles politiques qui ne soient pas hostiles réellement aux migrants. Il y a les démocrates et les humanistes qui sont malheureusement minoritaires en Tunisie. Le troisième épisode touche à sa fin, mais rendez-vous dans le prochain qui abordera la traversée de la mer Méditerranée, souvent qualifiée du plus grand cimetière du monde. Vous entendrez les récits de celles et ceux qui veulent à tout prix quitter la Tunisie, ainsi que la quête de vérité des familles tunisiennes ayant perdu un être cher lors de cette difficile épreuve d'exil. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les portraits et les articles qui accompagnent chaque épisode de cette série. Ils sont rédigés par Aïdoni en français et en anglais. Vous pouvez les lire sur le site de Spectomedia ainsi que sur le site d'Aïdoni.